Bien-aimé, fidèle de Une parole pour toi, je suis très heureuse encore de vous retrouver ce midi. J'espère que vous êtes nombreux à l'écoute. J'espère que vous êtes nombreux en train d'attendre la suite des langages de l'amour que nous avons commencé la semaine dernière. Sans plus tarder, je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour tous les fidèles auditeurs, spectateurs qui sont encore au rendez-vous ce midi. Merci pour leur passion pour cette question. Merci pour leur engouement. Je prie que tu les aides véritablement à comprendre et à mettre en pratique, à mettre en œuvre ce qu'ils entendent, afin que, Seigneur, l'atmosphère de leur foyer, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre dans leur mariage, puisse prendre encore une nouvelle tournure. La flamme de cet amour puisse être ravivée pour que le mariage soit harmonieux, que le mariage soit fructueux, que l'atmosphère de paix et d'amour qui règne dans leur foyer puisse attirer d'autres hommes à toi. Merci Seigneur de m'utiliser encore ce midi pour parler et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous nous retrouvons, comme je l'ai dit, ce midi encore pour poursuivre. Je vais parler des 2 derniers langages de l'amour et en fonction du temps qui reste, je vais voir comment organiser, mais je pense que aujourd'hui, je vais continuer, après avoir parlé des 2 derniers langages de l'amour, donner quelques indications pour que chacun puisse parler maintenant le langage de son conjoint, parce que je pense que à ce niveau déjà vous avez identifié quelles sont les astuces, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais en parler rapidement. Et si je n'ai pas terminé aujourd'hui, nous allons continuer la semaine prochaine et donc boucler. La semaine prochaine, nous bouclons la série Mieux se connaître pour mieux s'aimer. Je ne sais pas, je n'ai pas encore tout à fait arrêté ce que je vais faire par la suite. J'hésite entre 2 sujets, mais j'espère que d'ici là, le Saint-Esprit m'aura orienté et on démarrera début décembre. Bon, après la première semaine de décembre, une autre série, toujours concernant le couple ou la famille. Donc, la semaine dernière, la première, il y a 2 semaines, nous avons parlé des paroles valorisantes. La semaine dernière, nous allons parler du langage des cadeaux et de celui des moments de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler des 2 derniers langages, qui sont les services rendus et le toucher physique. Donc, les services rendus, c'est tout ce qu'on peut rendre comme service qui va faire plaisir à notre conjoint. Et je dirais la particularité de ce langage, c'est que on le parle en rendant des services et on s'efforce de plaire à son conjoint au travers du service qu'on lui rend. Et donc, quelqu'un qui a comme conjoint, quelqu'un qui a comme langage d'amour les services rendus, vous allez exprimer votre amour à cette personne en faisant certaines choses pour elle. La vaisselle, la cuisine, la lessive, les courses, le ménage, le bricolage, s'occuper des enfants, etc. Donc, si vous êtes mari par exemple, et que vous avez une femme dont le langage d'amour, ce sont les services rendus, elle sera très sensible à l'aide que vous allez lui apporter dans l'accomplissement de ses responsabilités en tant que femme dans la maison. Ses responsabilités de femme ménagère, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du mari. Elle sera très sensible aux petits services que vous pouvez lui rendre dans ce domaine. Pour un homme, un mari par exemple, qui lui est très sensible aux services rendus, ce sera encore une fois la qualité du service que sa femme lui rend en s'occupant de la maison, des enfants, en lui préparant des repas, en s'occupant de son linge. Donc tout ce qui est déjà de la responsabilité de la femme dans le foyer, mais il va être sensible à l'amour qu'il sent. Parce qu'on peut
être femme dans un foyer et accomplir les tâches ménagères sans qu'on y mette de l'amour. Hein. C'est un devoir, c'est une obligation de s'occuper de sa maison en tant que femme. Mais est-ce que j'y mets forcément de l'amour? Alors que là, si c'est ça le langage d'amour du mari, il va voir que sa femme y met de l'amour, sa femme fait les choses qui sont de sa responsabilité, certes, de son devoir, certes, mais elle les fait pour lui faire plaisir. Et la meilleure illustration, je dirais, de ce langage qu'on appelle les services rendus, c'est ce que Jésus a fait en lavant les pieds à ses disciples. Parce que Jésus a fait quelque chose. Il a lavé les pieds à ses disciples. C'était quelque chose qui était réservé. Un travail qui était réservé aux esclaves. Mais Jésus l'a fait à ses disciples pour leur montrer combien il les aimait. La Bible dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux en leur lavant les pieds. Pour Jésus, c'était une manière de montrer aux disciples, qu'il les aimait, mais aussi de les encourager à être serviteurs les uns des autres. Donc, effectivement, normalement, dans un couple, on doit être au service les uns des autres, l'un de l'autre. Le mari doit être au service de sa femme, la femme doit être au service de son mari. Parce que c'est ça, laver les pieds, c'est arriver à faire des tâches, je ne dirais pas dégradantes, mais d'une certaine manière, oui, c'est un sacrifice. À faire des choses qui je dirais pas ne nous ressemblent pas, mais qu'on n'aurait pas fait autrement si ce n'est pas par amour. Donc, une des choses qu'il faut noter dans ce langage, pour vraiment parler ce langage, il faut dépasser les stéréotypes liés au rôle de la femme et de l'homme. Parce que si c'est le langage que comprend le mieux votre conjoint, vous allez dépasser ces stéréotypes-là, mais vous allez faire des choses par amour pour elle. Vous n'allez pas, par exemple, je prends un mari qui a une femme dont le langage d'amour, ce sont les services rendus. Bon, il va peut-être s'occuper des enfants, il va mettre le linge dans le, comment on appelle ça? J'oublie le nom. Le lave-linge. Il va peut-être mettre le linge dans le lave-linge, mais ce n'est pas par devoir, ce n'est pas parce que ça se fait. Au contraire, ça ne se fait pas. Enfin, bon, la plupart des hommes ne participent pas réellement aux tâches ménagères et c'est une question qui crée souvent beaucoup de frustration chez les femmes. Mais il va le faire parce que pour lui, il a compris que ce que sa femme aime, ce sont les services qu'on lui rend. Ça va au-delà de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça va au-delà de ce qu'on doit faire. Voilà, c'est comme ça que je vais dire ça. Vous savez, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec le mariage, mais qui illustre bien. Nous, les femmes, souvent, on a des servantes. Il y a certaines servantes, tu lui dis de faire quelque chose, elle va le faire, et elle va le faire bien. Tu lui demandes de faire quelque chose, elle va le faire bien. Mais il y a d'autres, au-delà de faire ce qu'on leur demande, c'est comme si elle anticipe tes besoins. Elle te surprend avec des choses que tu ne lui as pas demandé, elle les fait, et elle les fait de bon cœur. Parce que, comme je dis, certaines servantes travaillent de bon cœur, mais elles le font juste que ce qu'on leur demande. D'autres, elles ne travaillent même pas de bon cœur. On sent qu'elle peut faire quelque chose, mais c'est à contre-cœur. C'est pas de gaieté de cœur. C'est pas pour montrer. L'esprit de service pousse à rendre service à l'autre pour lui montrer qu'on l'apprécie, on l'aime. Et la personne qui rend le service le rend avec joie. C'est pas quelque chose qui pèse sur elle. Et ceux qui ont ce langage d'amour des services rendus sont très sensibles à la motivation, à ce qu'elle ressent derrière. Si vous lui rendez service, dans les deux cas, le service sera rendu. Par exemple, vous lui faites, vous faites sa lessive. Dans les deux cas, la lessive sera faite. Mais dans un cas, elle sentira que vous l'avez fait avec joie, avec amour. Et dans l'autre cas, elle sentira que vous l'avez fait parce que soit elle a demandé, peut-être elle a insisté,
Mais elle ne sent pas que c'est de bon cœur que vous avez rendu le service. Et là, son réservoir ne sera pas rempli. Donc, c'est très important, la motivation avec laquelle on fait les choses. Il faut vraiment que la personne sente que c'est par amour pour elle, que vous êtes en train de rendre tel service, de faire telle chose. Et il y a des gens, on hésite à leur demander service parce qu'on a l'impression de les déranger, que tout ce qu'on demande, ça leur coûte. Alors que d'autres personnes, on n'a aucun scrupule parce qu'on sent qu'ils sont prêts, ils aiment ça, ils aiment rendre service, ils aiment faire des choses pour... Donc, on est plus libre justement pour aller vers eux et leur demander service. Et le mari ou la femme dont le langage de service rendu est un langage d'amour, c'est ce qu'il attend. Vraiment, qu'elle sente cette joie à lui rendre service, ce désir de lui plaire, de lui faire plaisir en faisant des choses pour elle. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce langage d'amour qui est celui du service rendu. Maintenant, je vais passer au dernier langage qui est celui du toucher physique. Le toucher est un moyen de communiquer de l'amour, des sentiments d'amour. Par exemple, les bébés. Les bébés, on aime bien les tenir, les cajoler, les embrasser, etc. Et quand on donne ces câlins-là à un bébé, il grandit et il a une personnalité émotionnelle qui est saine. Et c'est également, dans le cadre conjugal, un puissant moyen de communication de l'amour conjugal. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les caresses, même les relations sexuelles sont autant de moyens de faire ressentir l'amour sentimental à son conjoint. Et donc pour certains, ce sont ces langages qu'elles comprennent le mieux parce que c'est le langage qui leur parle le plus. C'est au travers de ce langage qu'ils ressentent le plus qu'on les aime. Les toucher, les caresser, les enlacer, leur donner des baisers. Voilà, tout ça, pour certaines personnes, c'est au travers. En général, on dit de ces personnes-là qu'elles sont très tactiles. Elles aiment le contact. Et si ce langage est celui de votre conjoint, vous devez apprendre à le parler. Et vous devez apprendre le dialecte qu'il comprend le mieux. Est-ce que ce sont les baisers? Est-ce que ce sont les enlacements? Et c'est juste pour lui prendre la main? Est-ce que ça va plus loin? Tout ça là, il faut le maîtriser. Le dialecte qu'il comprend le mieux pour toucher la personne. Et je voudrais attirer l'attention sur des hommes, sur souvent, comme le premier besoin des hommes, c'est le besoin de relations sexuelles. Souvent, ils peuvent confondre ce besoin avec leur langage d'amour, surtout si ce besoin n'est pas correctement comblé. Mais il faut faire la part des choses. Les relations sexuelles ne sont qu'un dialecte de ce toucher physique. Mais il y a d'autres dialectes. Comme je l'ai dit, les massages, le toucher affectueux, des gens qui aiment bien qu'on les prenne dans les bras, qu'on s'assoit avec eux, contre eux. Voilà, il y a toutes sortes de dialectes et il ne faut pas tout ramener justement aux relations sexuelles parce que souvent les hommes, la plupart du temps, ils ont tendance à dire oui, ça c'est ça mon langage d'amour. Donc il faut faire attention. Le besoin d'avoir des relations sexuelles est un besoin, c'est le premier besoin chez l'homme comme nous l'avons vu, mais c'est un peu différent de ce langage d'amour. C'est-à-dire que les gens, ils ressentent l'amour au travers de la manière dont on les touche, de la manière dont on les tient. Et pour eux, c'est important quelqu'un qui les aime doit les toucher, doit toucher physiquement, doit les prendre dans leurs bras, doit leur donner des câlins, doit leur procurer leur faire des massages, les toucher de façon affectueuse, voilà. Et donc, c'est important pour eux qu'on leur prenne la main, par exemple, que le conjoint prenne sa main en public, voilà. Pour quelqu'un dont le langage d'amour
c'est le toucher physique, c'est des choses qu'elles apprécient. Donc, mais il faut faire attention à ne pas confondre ça avec le besoin de relations sexuelles des hommes qui est l'un de leurs besoins primordiaux. Donc voilà ce que je voulais partager concernant ces deux derniers dialectes. Il nous reste un peu de temps. Donc je vais vous donner d'abord un exercice. Maintenant qu'on a présenté l'ensemble des langages de l'amour, je vais vous donner un exercice. Le mari doit poser 2 questions à sa femme et la femme aussi doit poser 2 questions à son mari. La première question, c'est sur une échelle de 0 à 10. À quel niveau estimes-tu que ton réservoir d'amour est rempli? Donc j'imagine que chacun des membres du couple sait maintenant quel est son langage d'amour primordial. Donc l'autre va lui demander à quel niveau ton réservoir émotionnel est plein. 0 c'est vide et 10 c'est plein. Donc entre 0 et 10, à quel niveau estimes-tu que la jauge de ton réservoir émotionnel est actuellement? Ça c'est la première question. Deuxième question, c'est que puis-je faire pour élever ce niveau? Si j'ai 8, qu'est-ce que je dois faire pour aller à 9, aller à 10? Si je suis à 0, qu'est-ce que je dois faire pour passer à 2, 3? Donc chacun doit faire 2 suggestions à l'autre d'une chose qu'il aimerait qu'elle fasse dans la semaine qui vient. Donc 2 choses à faire dans la semaine, absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire non. C'est que vous prenez l'engagement, 2 choses que chacun va faire dans la semaine pour pouvoir remplir un peu le réservoir émotionnel de l'autre. Et donc, chacun exprime son besoin et l'autre s'engage à y répondre. Et la semaine qui vient, nous allons revenir sur cette question et je vais en reparler pour m'assurer que vous avez effectivement recueilli les 2 expressions de besoin de votre conjoint et que vous y avez effectivement répondu. Donc là maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, je pense que je vais parler seulement de 2 langages, des suggestions, ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire pour apprendre et maîtriser la langue d'amour de votre conjoint. Ça, c'est ce dont je vais parler maintenant. Parce que, comme je l'ai dit, je pense, depuis le début de cette série, à un moment, l'amour, ça devient une décision, ce n'est plus un sentiment. Et quand je prends la décision d'aimer mon conjoint, ça veut dire que je prends la décision de combler ses besoins, de parler son langage d'amour. Et donc, je dois apprendre cette langue-là. Si je ne la maîtrise pas, je dois apprendre. Et donc là, je vais vous donner quelques éléments pour vous aider à apprendre le langage d'amour de votre conjoint. En ce qui concerne, le conjoint qui a comme langage d'amour les paroles valorisantes, la première chose à faire, si vous êtes un homme ou une femme qui n'aime pas trop parler, ça peut arriver aussi, il faut que vous ayez un carnet dans lequel vous allez écrire les paroles valorisantes que vous entendez ou vous lisez à gauche, à droite. Il y a plein encore une fois sur Google, il y a des listes. Moi, j'ai une liste de 50 paroles valorisantes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez du mal, à aller chercher. On sait tous ce qu'on faisait quand on était amoureux, quand on était adolescent, comment on allait chercher les poèmes d'amour. Il n'y avait même pas Internet. Mais on se débrouillait pour avoir les belles phrases, les belles tournures, les belles citations pour écrire à nos chéris. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, vous devez collectionner, avoir un carnet dans lequel vous avez une collection de belles paroles dont vous pourrez vous servir. Et une autre manière, c'est vrai que certains vont dire, mais c'est peu spontané. Vous savez, toutes ces langues-là, quand vous allez commencer à les parler, il n'y aura aucune spontanéité parce que ce n'est pas des choses
dans lesquels vous êtes en train d'apprendre. Quand on apprend là, on fait les fautes. Et la chance qu'on a dans l'apprentissage des langages d'amour, c'est qu'il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de conjugaison. Donc, les fautes là, elles sont mineures. Mais il faut vous y mettre. Une autre manière, c'est aussi peut-être parler de bien de votre conjoint, non pas directement à elle, mais aux autres, à votre famille, à vos enfants, pour mettre cette personne en valeur devant les autres. Le papa, par exemple, va dire à ses enfants, à votre maman, vraiment, elle est belle, hein? Votre maman, vraiment, elle sait faire la cuisine. Donc voilà, c'est une autre manière aussi de parler. Lorsque vous avez des difficultés à vous exprimer, voilà quelques astuces. Deuxième chose, il faut que vous ayez une liste de tout ce que vous appréciez particulièrement chez votre conjoint. Une liste. Vous avez toute une liste. Qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce que vous appréciez? Sa cuisine, la manière dont elle tient la maison, le travail qu'elle fait, tout ce que vous appréciez, vous faites une liste et vous faites des compliments à partir de cette liste. Chaque semaine, vous vous fixez comme objectif de faire, je ne sais pas, peut-être un compliment par jour ou 2 compliments par semaine, je ne sais pas. Fixez-vous un objectif et utilisez cette liste de ce que vous appréciez chez l'autre pour pouvoir la complimenter par rapport à ces choses. L'expérience montre que au début, quand on est fiancé, cette liste-là est longue, ce qu'on aime. Mais au fur et à mesure, c'est comme si la liste finit par se diminuer. Mais efforcez-vous de trouver, il y en a. Il y a beaucoup de choses. La nature humaine est telle que on prend pour acquis et on oublie de reconnaître ce que l'autre a de bien et on met l'accent uniquement sur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas encore comme on le voudrait. Mais ce qui existe déjà, il y a beaucoup. Faites l'effort de faire cette liste et de complimenter votre conjoint dont le langage, ce sont les paroles valorisantes régulièrement. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre du temps pour parler avec votre conjoint de ce qu'il veut faire, de ses ambitions, de ses projets, de ses talents. Et ensuite, à partir de là, maintenant, les paroles, parce que vous vous rappelez qu'on avait dit, il ne s'agit pas de mentir, hein, il ne s'agit pas de flatter, mais il s'agit de parler avec sincérité, avec amour. Et aussi, en encourageant, vous pouvez aussi proposer votre aide à votre conjoint pour pouvoir l'aider à réaliser ce qu'il vous a partagé. Troisième chose que vous pouvez faire dans le cadre d'apprentissage du langage des paroles valorisant, c'est, non, quatrième, parce que j'ai parlé de 3 choses déjà, c'est de faire un peu, je dirais, un diagnostic de vos conversations. Est-ce que vous avez l'habitude de parler durement? Est-ce que vous êtes un peu trop critique? Il faut évaluer votre communication verbale avec votre conjoint. Est-ce que lorsque vous échangez, vous exprimez des requêtes, des suggestions, ou bien ce sont des exigences, des ultimatums, peut-être même voire des menaces. Donc, réfléchissez à comment vous pouvez améliorer votre communication. Parce que comme je l'ai dit, celui qui est sensible, ou bien celui dont le langage d'amour, ce sont les paroles valorisantes, est très sensible à la qualité de la communication, au ton, à la courtoisie, au tact. Lorsque elle a en face, cette personne a en face d'elle quelqu'un qui est un peu dur, en tout cas dans les paroles, ça nuit à son sentiment d'être aimé et ça peut contribuer à vider son réservoir émotionnel. Donc je vais m'arrêter là concernant les paroles valorisantes. Je vais passer rapidement au moment de qualité. Une des excuses pour ne pas parler ce langage, c'est que le travail. Mon travail me prend trop de temps. Mon travail me bouffe. Donc je ne peux pas passer ces moments de qualité avec toi. Je n'ai pas le temps. Mais je pense que, comme on le sait tous,
La gestion du temps commence par la gestion des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est vrai, le travail est important, surtout pour les hommes, parce que c'est ça qui leur permet de nourrir leur famille. Ils se battent pour cela. Mais à quoi ça sert de te battre pour amener l'argent si ta femme se plaint de ce que tu n'es jamais là, alors que son besoin, c'est de passer du temps avec toi. Donc ça, aujourd'hui, on parle partout d'équilibre, vie professionnelle, vie familiale, vie personnelle. Il faut équilibrer les choses. Il faut en discuter avec ton conjoint pour équilibrer les choses, parce que il ne faut pas négliger les besoins affectifs de votre conjoint. Si c'est les moments de qualité, c'est son langage, il faut trouver le temps. Il faut arriver à équilibrer les intérêts professionnels et puis les besoins affectifs du conjoint qui a besoin de passer du temps avec sa femme ou avec son mari. Deuxième chose, vous pouvez ensemble dresser la liste des choses que vous voulez faire ensemble. D'abord, celui qui doit apprendre la langue doit dresser une liste des choses qu'il pense que son conjoint veut faire avec lui. Et ensuite, il demande aussi au conjoint quels sont ses désirs. Et il faut prendre l'engagement, là, ce n'est pas la semaine, mais disons durant le mois à venir, de trouver dans votre planning des temps pour passer des moments de qualité avec votre conjoint, pour satisfaire au moins 2 requêtes qu'il aura formulées. Donc, ce travail est très important, parce qu'il faut que derrière le langage d'amour des moments de qualité, le conjoint qui a ce langage puisse mettre des activités, des choses à faire concrètement. Il ne faut pas dire, moi je veux des moments, tu ne passes pas de temps avec moi, on fait rien ensemble, mais qu'est-ce qu'on veut faire? 2 choses qu'on va décider, qu'on va faire, et on va trouver le temps dans le planning pour le faire. Troisième chose qui peut vous aider, c'est de vous rappeler des activités, des choses que vous avez faites ensemble dans le passé qui constituent pour vous des moments de qualité. Souvent, quand le conjoint, dont c'est le langage d'amour, exprime un besoin dans ce domaine, c'est par rapport à des choses que vous avez déjà faites. Peut-être au début de votre mariage, quand vous étiez fiancés, il y avait des moments que vous passiez ensemble qui vous ont fait du bien. Donc, rappelez-vous, souvenez-vous de ces choses-là et prévoyez de les rééditer, de refaire encore la même chose. Et voyez également, parce que on a dit que l'un des dialectes des moments de qualité, c'est les dialogues de qualité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui exprime vos émotions? Est-ce que vous ne refoulez pas vos émotions? Est-ce que les sentiments ont une place? Comment vous pouvez améliorer votre communication dans ce domaine? C'est important pour pouvoir avoir un dialogue de qualité avec votre conjoint ou votre femme, votre mari ou votre femme qui a comme langage d'amour les moments de qualité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons terminer, donc comme je l'ai dit, la série. On va parler des cadeaux, des services rendus et du toucher physique, ce qu'il faut faire pour pouvoir parler ces langages-là. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez en tout cas apprécié, retenu quelque chose et que vous allez mettre en pratique. Surtout, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ma bataille. Le fait qu'on écoute, on dise oui, c'est bon, c'est intéressant, mais qu'on ne mette pas en œuvre, ça ne va rien changer. Alors que si on les met en œuvre, même si c'est une chose, je ne sais pas, peut-être que je prends un exemple au hasard, un moment de qualité, votre femme va dire, elle a besoin de 5 choses que vous devez faire pour qu'elle se sente vraiment aimée. Mais si vous en avez fait déjà une, c'est bon. Ou le mari, la femme, madame, ton mari va te dire non, que tu ne l'apprécies pas souvent, et son langage sont les paroles valorisantes. Même si tu prends l'engagement de lui faire un compliment par semaine, c'est déjà quelque chose. Donc, je vous encourage, je vous exhorte vraiment à écouter, c'est vrai,
Cela fait du bien d'entendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles choses pour ceux qui n'étaient pas familiarisés avec les langages, mais le plus important, c'est de mettre en pratique. Ce n'est pas facile, c'est vrai, comme je l'ai dit, l'apprentissage d'une nouvelle langue n'est pas quelque chose de facile, mais vous devez vous y mettre, vous devez apprendre à le faire et je suis sûr que le Saint-Esprit vous y aidera. Le Seigneur vous donnera les moyens de le faire parce qu'il tient à ce que votre mariage soit quelque chose de solide, quelque chose qui tienne la route, quelque chose que les assauts de l'ennemi ne peuvent pas déstabiliser. Et pour ça, il faut que votre amour grandisse, que votre amour s'approfondisse, que la flamme de l'amour ne s'éteigne jamais dans votre cœur. C'est important pour la solidité de votre foyer et le bien-être de vos enfants et de tout ce qui vous entoure. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci encore de nous avoir parlé ce midi. Merci de ce que nous avons encore appris au sujet des langages de l'amour. Je prie pour chaque auditeur qui a retenu quelque chose, qui a reçu quelque chose, qui a compris quelque chose, qu'il n'en reste pas là, mais qu'il mette en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir parler correctement, de manière pure, le langage d'amour de son conjoint et ainsi contribuer à le rendre heureux. Béni sois-tu pour ces temps. Bénis chacun des spectateurs, ceux qui regardent maintenant, ceux qui regarderont plus tard. Que ta bénédiction repose sur leur foyer et sur leur maison. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à mercredi prochain.